Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Salut Pénélope, comment ça va? Non, ça va bien, ça va bien. Je suis sur ma fin de maladie, donc c'est pas encore super. La Mais on fameuse dirait. bronchite. Hein? La Le- fameuse bronchite, ouais, La qui fameuse tient. bronchite, ouais, là, je suis bronchite. Ça fait 10 jours que je suis bronchite. Paraît que ça peut durer jusqu'à 3 semaines, donc faut prendre son mal en Ah! patience. Dans cette émission, on va vous parler de quelques petites news en ouverture du format, puis on enchaînera avec les annonces en version française, donc les jeux qui arriveront dans nos boutiques, c'est sur nos tables en version française, on le sait déjà, ceux qui arriveront en version étrangère et peut-être également sur nos tables, moins dans nos boutiques du coup, mais sur nos tables, parce que rien ne nous empêche d'acheter des jeux en version étrangère. On terminera avec une petite minute culturelle. Voilà pour le programme, c'est parti. On commence directement par les news. Nous avons quelques petites news qui sont arrivées. Et la première d'entre elles, ça concerne... Ludiverse, vous avez peut-être vu l'info passer sur vos réseaux sociaux depuis quelques temps. Effectivement, Ludiverse, c'est une nouvelle convention de jeux qui s'organise en région parisienne, à Montreuil, plus précisément. Dans le parc des expositions de Montreuil, ce bâtiment, c'est Paris Montreuil Expo en fait, exactement, qui est le bâtiment où se passe aussi le salon de la BD et du livre jeunesse. Et Ouais. ouais, et c'est organisé, c'est un nouveau, c'est le mot convention qui est utilisé, et je pense que c'est pensé un peu plus comme la Gen Con ou ces choses-là à l'américaine un petit peu. C'est organisé par French War Game Studio, qui est une chaîne YouTube sur la peinture sur figurine, qui existe depuis maintenant, je pense, bien une dizaine d'années, peut-être même un peu plus, Oui, oui. et qui est la grande chaîne spécialiste de la peinture sur figurine en France, qui a vraiment très bien marché. Alors moi, je l'ai rencontré, Ouais, une et chaîne c'est importante, hein, ça marche très très bien. C'est vrai qu'il y a très très bien. il y a des milieux, quand on parle de jeux de société, on englobe plein de choses à l'intérieur. Le jeu figurine fait partie du jeu de société, le jeu de rôle fait partie du jeu de société. Et dans ces milieux qui sont donc pardon, c'est pas du tout, je hiérarchise absolument pas en disant ça, mais qui sont des parties, des niches à l'intérieur du jeu de Oui, société, il y a des chaînes spécialisées à chaque fois. Force est de constater que ces chaînes sont plus fortes souvent que ouais, les chaînes généralistes. tout à fait. Cette chaîne-là, elle fonctionne très très fort. Bon, il faut dire qu'il y a une communauté très solide C'est ça. du côté de la peinture sur figurine, que c'est quelque chose de très visuel aussi. Donc, on va suivre en vidéo, et il y a moins de chaînes diversifiées aussi. Donc, il y en a vraiment des Oui. centrales et qui condensent en fait, qui concentrent toute l'attention des gens. Bon, après aussi, ils sont très bons. Il est vraiment, c'est un mec super que j'ai rencontré, qui a beaucoup d'énergie, et ça se communique au travers de ses vidéos. Et c'est vraiment quelqu'un qui entreprend toujours de se renouveler et de créer des événements. Il a créé pas mal d'événements, justement, de rencontres autour de la figurine, avec des tournois de peinture sur figurine, etc. Il veut toujours se lancer des défis, et il a décidé de lancer une convention qui aurait lieu chaque année, hein, c'est le but, qui va s'appeler Ludiverse, et qui va regrouper donc la figurine, le TCG, donc le jeu de cartes à collectionner, mais aussi le jeu de rôle et le jeu de société. Et donc, je pense qu'il y aura une grande partie dédiée à la figurine. C'est quand même son cœur de cible, mais c'est vraiment pas son intention de faire que figurine et une petite partie de jeu de société. Il veut vraiment développer ça il y a 2 étages, je crois, ou 3, je ne sais plus, dans ce bâtiment. C'est énorme. Et donc, je pense qu'il y aura vraiment un étage figurine et un étage pour le reste. Ça va être le 18 et 19 avril. Notez la date. C'est vu avec beaucoup d'ambition. Ouais, on en a parlé un peu. Il y aura des conférences, il y aura plein d'animations. Je pense que vraiment ça va être marrant et rigolo. Enfin, ça va être un moment rigolo à voir. Et moi, je vais y participer normalement. Faut que je le rappelle demain. Je l'ai pas eu encore en ligne, mais normalement, je vais peut-être animer une ou deux tables rondes. Pas D'accord. sûr, pas sûr. Mais faut qu'on voit. Je veux pas me lancer, mais c'était le projet. Il va y avoir plusieurs petites conférences, et c'était de participer à des conférences, notamment autour de comment on présente le jeu de société en vidéo, des choses comme ça, beaucoup autour de la vidéo. Et ça va être chouette. Ça va être chouette. Tu sais que Eh t'avais ben, aussi. pardon? Je Oui, crois que alors tu avais été invité aussi. il m'a contacté plusieurs fois et j'avoue que j'ai pas répondu pour l'instant. J'y repense là ce matin. Du coup, effectivement, il faut absolument, s'il voit ce message, j'ai tendance à oublier pas mal de messages qu'on m'envoie je suis jamais mon téléphone. Enfin, tu me connais. Ouais. Souvent, il est posé à un endroit et je Ah, loupe faut pas le à peu prendre près pour tout. vous.
Non, C'est c'est pas tout le monde est traité à la même enseigne. chez un monde de jeu, généralement c'est Aline et Rachel qui répondent à tout, ce qui fait que je suis très souvent plus au courant de rien. Et ce qui est très bien en fait, parce que moi j'y arrive pas. J'ai trop de trucs à gérer en même temps et mon cerveau explose. Mais là, Alors il faut absolument que je réponde parce qu'il m'a écrit très très sympathiquement et ça a l'air très chouette ce ouais, festival, cette j'adore, il convention. a mis quelques chiffres sur la page de présentation, donc il y aura 50 tables de jeux de rôle, 30 tables de démonstration pour les jeux de figurines, 100 tables dédiées aux jeux de société, donc plus grande partie aux jeux de société, 200 mètres carrés dédiés à la peinture, 2000 participants au tournoi de TCG, enfin voilà, c'est vraiment, j'adore, on dirait le générique de Cléopâtre. Euh, mais je pense que ça va être chouette. Je pense que ça va être chouette. Voilà pour la première news. J'ai très curieux d'y aller. Moi, le souci que j'ai surtout, parce que j'irai bien, avec grand plaisir, le souci que j'ai, c'est que je travaille le samedi et le dimanche. Donc, comment je fais pour gérer ça? C'est ma problématique, c'est ma malédiction de travailler tous les jours de la semaine, mais notamment le samedi et le dimanche où je suis coincé chez moi. Donc, ouais, je vais réfléchir à tout ça. Ça vient vite. Donc, de ce fait, tu m'as dit avril. Ouais. Ouais. Oui, c'est 18 et 19 avril. Ouais. C'est Le dans pas truc longtemps. aussi agréable enfin, qu'il a fait, c'est qu'on sait tous que sur Paris, il y a déjà un festival, c'est Paris et Ludique, et il a vraiment contacté les organisateurs pour pas faire quelque chose qui soit en, en concurrence, mais vraiment avec eux. Donc même Paris et Ludique est impliqué dans l'organisation. Enfin, pas je sais pas dans l'organisation, mais je sais qu'ils sont impliqués d'une façon dans l'Udiverse, et je trouve ça assez cool. On continue avec les résultats du Swiss Gamers Award. Pourquoi Gamers avec un S? Parce que c'est un événement qui regroupe les votes des joueurs suisses. C'est présenté comme tel. Les joueurs suisses votent. C'est expliqué, hein. Je vais lire comme ça, c'est plus simple. C'est ouvert aux jeux publiés durant l'année précédente. Le prix est attribué grâce à la participation des clubs, des associations, des ludothèques qui établissent pour chaque catégorie un classement de 3 jeux favoris de leurs membres et visiteurs. Donc voilà, c'est le système de vote. Ça, j'ai repris mot pour mot ce qui était écrit dans le communiqué de presse. Merci beaucoup à David de me l'avoir envoyé. Et il y a 3 catégories. On connaît les vainqueurs, les meilleurs jeux pour les Suisses, nos amis suisses. Ils sont pas très loin de chez moi. Ils sont moins loin de chez moi que les... Il y a un truc, vous allez voir, qui m'a sauté aux yeux tout de suite, ouais. et qui m'a fait un peu rigoler. Mais on aime bien ces résultats de festivals, de palmarès. Alors là, c'est pas 2 festivals, même s'il y a un festival derrière, on en reparle juste après. Catégorie principale, le jeu qui arrive en tête, c'est Tech Time, devant Flip 7 et Zenith. Ouais. On reconnaît les jeux quand même. Hein. Tu les as déjà vus? Ouais, je les ai déjà vus quelque part. Non, mais c'est bien, c'est agréable de voir qu'on tombe d'accord, quoi, finalement. Oui. Ensuite, deuxième catégorie, c'est la catégorie famille. Le jeu qui arrive en tête, c'est Flip 7 devant Toy Battle et Tech Time. Et voilà, c'est ça que tu voulais dire, c'est que on trouve les mêmes jeux. En fait, j'ai essayé de comprendre ce qu'était la catégorie principale et la catégorie famille. Ça m'a titillé. J'ai l'impression que c'est 2 fois la même catégorie ou presque. Donc comment c'est fait? Voilà. Est-ce que dans la catégorie principale, tous les jeux sont pris en compte et c'est un vote sans distinction, et après ils sont divisés entre famille et experts? Mais c'est très étrange. C'est ces 2 catégories. Toi, t'as une explication? Moi, j'ai pas d'explication. Ils ont fait une catégorie générale qui regroupe les 2 autres, j'imagine. Ah oui, ça doit être ça. Mais du coup, comme c'est du vote, c'est forcément les jeux plus légers qui vont. Enfin bon, ça m'a interloqué. Voilà. Un peu comme le Trick d'or, oui, peut-être. La dernière catégorie, c'est la catégorie experte. Donc, c'est Wondrous Creatures qui arrive en tête devant Endeavor Eau Profonde et Eternal Dex. Ouais, ça va faire. C'est chouette de voir aussi. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, de voir des jeux différents aussi. Je me réjouis quand c'est les mêmes jeux, mais je suis contente de voir d'autres jeux que j'aimais bien récompensés dans d'autres prix. Ça, c'est c'est une récompense qui sera remise à l'UDESCO. Donc l'UDESCO, c'est le festival qui suit, qui est organisé également par un peu les mêmes gens, et qui se tiendra du 27 au 29 mars 2026 à la Chaux-de-Fonds. Il y aura une cérémonie officielle de remise des prix le samedi 28 mars à 19h30. Voilà, si vous êtes dans le secteur, que vous êtes disponible le samedi 28 mars, ça peut valoir le coup. J'ai jamais pu faire l'UDESCO non plus. Même raison que celle précédente. C'est-à-dire que samedi, je travaille. À 18h30, je suis en plein. Je vais faire une Martin Wittberg. Je vais m'excuser publiquement aux Swiss Gamer Awards qui m'ont invité par mail
plusieurs fois pour assister à la cérémonie et je n'ai pas répondu. Voilà, je n'ai pas répondu parce que j'étais comme toi. Voilà, le même principe que pour Ludiverse. Et moi, c'est tombé après Cannes, période de maladie, donc j'ai pas répondu. On n'est vraiment pas des gens sérieux. Ouais, alors après, tu sais, c'est même pas que je m'excuse, c'est que je peux pas répondre à tous les messages et tous les trucs que je reçois de partout. Alors il y en a certains aussi, il faut absolument répondre, c'est indispensable, c'est de l'oubli. Et puis il y en a d'autres, je peux juste pas. Et souvent, tu sais, je vois passer des messages et je peux pas dans l'instant parce qu'on est en voiture ou ailleurs ou n'importe où. Et parfois, je passe 10 minutes pour rechercher, mais c'était où? Tu sais que tu vois la notification. C'est quoi? C'est Instagram, c'est Facebook, c'est un mail, c'est un machin. Si je répondais à tout ce qu'on reçoit, je ne ferais que ça. Donc bon, ça peut paraître bizarre comme excuse. C'est difficile à comprendre de l'extérieur, mais quand on est dans un domaine créatif, il faut garder du temps aussi pour créer des trucs. On continue avec la petite news suivante. Alors c'est toi qui l'as sorti cette news-là. Alors non, le mais site internet était de retour. Oui, en fait, non, je m'emballe un petit peu, je crée des catégories là où il n'y en a pas, mais j'ai quand même fait un petit constat et j'ai peut-être tort, mais il y a eu un moment où on a vraiment cru que les sites internet c'était complètement mort avec l'arrivée des réseaux sociaux et des plateformes qui permettent justement, comme la plateforme de YouTube, de mettre nos vidéos en ligne, etc., etc. Et depuis quelque temps, j'entends des sites se remonter, des blogs se remonter, je pense au blog de Paul Gara ou à divers sites qui existaient déjà dans les dernières années, mais on en voit de plus en plus et j'ai l'impression, un peu à l'image de ce que vous faites chez Un Monde de Jeu, qui a une volonté de se recréer un endroit solide qui nous appartient, qui n'est pas dépendant d'une plateforme extérieure et de ces pages de pub et de ces aléas. Et donc, on voit des tas de petits sites fleurir. Je pense à Eric Martin qui a quitté Board Game Geek pour remonter Board Game Beat. Bon, Eric Martin, vraiment... attention, c'est pas Eric moi. Martin. Moi, je suis pour rien. Ah, voilà. Tout à fait. Oui, effectivement. Donc, il y a eu les Meeple il y a quelques temps, on en avait parlé, qui s'est monté, qui est un site pour retrouver toutes les reviews de tous les créateurs de contenu que vous connaissez. Donc vous pouvez retrouver un résumé des reviews et des notes, et c'est assez rigolo parce que c'est centralisé. Moi, j'y vais de temps en temps, je vois que mes notes, il y a une citation, hop, ils ont mis une note, c'est assez rigolo. Ouais, c'est très sympa. En fait, et je vois ceux que tu as cités, donc lesmeeple.fr, effectivement. Donc, allez, on va les regarder puisque tu les as mis, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil à ces différents sites. Puis j'aime bien, moi, dans cette émission-ci, renvoyer la balle également, vous dire que ça existe et souligner le travail des autres créateurs de tout type de contenu, puisque là, on parle de site internet. Donc, il y a plein d'informations sur le site des Meeple, qui est le site de KLON, il me semble. Oui, alors... Il me semble pas, je suis sûr. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils ont ils ont créé ce site juste après... KLON et Alex, pardon, voilà. Mais j'ai tendance à les englober sous le nom KLON. Si vous cliquez sur un jeu, en fait, vous avez la tendance générale du jeu. Bon, les tendances sont plutôt... j'ai quelqu'un qui vient chez moi, je ne savais pas. Les notes ont tendance à être quand même plutôt positives, mais bon, comme toujours dans le jeu de société. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir en dessous, quand on descend, la vie des meeples, et en fait, c'est tous les créateurs de contenu sont répertoriés. Et par exemple, je pense que je vais être sur ces carnutages. Ah non, j'y suis pas encore. Ah oui, il faut que je valide, parce qu'il faut quand même qu'on valide nous. Comme ils prennent une citation, ils mettent une note, donc il faut valider la citation pour être sûr que je trouve ça assez classe d'ailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas publier sans demander l'avis de la personne concernée, mais c'est un petit clic, ça prend pas beaucoup de temps, et en fait ça centralise comme ça plusieurs avis, c'est vraiment un site d'avis, et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Non plus, j'ai dû louper des messages parce que je suis pas du tout au courant de ce fonctionnement. J'ai jamais rien validé, moi, pour ma part. Oui, il y a un petit, moi j'avais dû m'inscrire rapidement, mais normalement ils font ça, on en reparlera, mais le site fonctionne plutôt bien, comme tous les sites internet, ça prend son temps pour s'installer, mais il est tenu à jour, vous avez des informations, et il y a, en fait, si j'ai fait cette petite réunion de petits sites, c'est parce qu'il y a eu j'ai reçu un mail qui m'informait de la création des Meetles, d'ailleurs le nom est pas mal trouvé, du site meetles.fr, qui est un site pour pouvoir planifier et créer des rencontres avec des joueurs à côté de chez vous. En gros, c'est vraiment pas l'idée de vendre ou louer des jeux, c'est vraiment moi j'ai envie de jouer, mais je suis tout seul dans mon coin.
Est-ce qu'il y a des gens qui habitent à côté, qui ont envie de faire des jeux? Est-ce que j'organise la partie? Un peu un BGA, mais IRL. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que on voit que ça a été un peu pensé comme ça. On crée une partie où on se rejoint une partie créée. Et donc, ces parties vont être données rendez-vous dans un lieu, etc., pour rencontrer des joueurs, etc. Alors, faut pas. Moi, je suis une terrifiée de rencontrer des gens que je ne connais pas au C'est hasard. vrai. Mais un petit peu. Mais par contre, j'aime beaucoup l'idée et je trouve que le site est quand même bien abouti, vraiment bien fait. Oui, oui. Donc, si vous Bon, connaissez voilà. pas Allez jeter un Meatballs.fr, coup d'œil à ce nouveau site qui vient d'arriver, et puis je regarde les autres que tu as rajoutés également. Donc ouais, tout ça, ça demande énormément d'énergie, parce qu'il y a la conception des sites, mais après il y a l'animation ouais. autour de ces sites-là. Donc tu as mis celui d'un monde de jeu que vous connaissez par cœur. On va faire les votes comme d'habitude sur un monde de jeu. Allez-y si vous voulez participer à cette session-là. Et puis on l'a cité, celui d'Eric Martin, qui permet de... c'est un site d'actu... Là, on est sur du blog, c'est-à-dire que c'est un espace sur lequel vous allez vous informer sur les grandes tendances, ce qui se passe dans le monde du jeu de société, d'ailleurs avec plein de sujets d'actualité. Lui, il va traiter de plein de choses, et c'est vrai que dans cette toute petite rubrique et dans nos autres émissions sur un monde de jeu, on vous parle un peu d'actualité. Parfois, vous nous dites, vous n'avez pas traité de telle actu, c'est déjà une prise de position de ne pas en traiter, de ne pas le mettre en avant. Vous nous dites ce genre de message, mais alors, tout ce qui existe dans la société, et il y a société, dans le jeu de société, tout ce qui existe dans la société a aussi des conséquences sur le jeu de société, les conflits, la politique, les élections qui auront lieu ce week-end, les élections municipales, ça a une conséquence énorme pour notre petit secteur du jeu de société, puisque les associations en dépendent parfois, les boutiques doivent dépendre également des décisions qui sont prises d'un point de vue électoral. Évidemment, on va pas traiter tous ces sujets-là, on a bien conscience aussi d'être des créateurs de contenu qui sont là aussi pour créer en partie du divertissement également, parler des jeux, il y a plein de choses. On fait un choix, des choix éditoriaux, mais qui ne sont pas toujours non plus des prises de position. Il y a des sujets dont on ne parlera pas ce matin. N'allez pas chercher une prise de position dessus spécialement, et c'est valable pour toutes les semaines. Et j'en profite pour souligner, effectivement, il y a aussi ces sites qui existent depuis déjà un bout de temps, comme Geeklet avec boardgame.fr, qui tient le coup et qui le nourrit vraiment de façon quotidienne. Et ça, c'est beaucoup de travail. Le Meeple à lunettes qui avait fait ce site pour pouvoir retrouver toutes les vidéos d'un monde de jeu. Alors, j'en profite pour dire que je remercie Lottie Neurone et Edoubi qui m'ont fait un site pour rechercher un peu à l'image de celui du Meeple à lunettes toutes les critiques que j'ai fait à travers des vidéos, et j'ai été hyper étonnée de la réaction de la réaction du Discord. En fait, ils sont super contents. Ils m'ont dit l'outil est génial. En plus, elles ont fait un système qui permet de chercher les vidéos par éditeur, par nom de jeu, par auteur, par illustrateur. J'ai voulu le voir, mais j'ai pas trouvé le lien pour l'instant. On n'a pas encore le penelopegaming.fr, mais alors c'est pas ça le nom, hein, c'est pas, on n'a pas encore d'adresse, donc c'est pour ça que je le partage pas. Mais mais par exemple, elles m'ont fait rêver quoi. Si je tape Uwe Rosenberg, et ben je trouve toutes les vidéos que j'ai fait sur un jeu de Uwe Rosenberg. C'est hyper sympa. Et donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même une envie des gens de retourner, comme il y a eu une envie d'aller vers Discord et quelque chose de plus, de plus resserré, de plus refermé, de moins ouvert comme les réseaux sociaux, et de peut-être un peu plus protégé. Et ben j'ai l'impression que le site internet en ce moment revient en odeur de sainteté, et que on est content d'avoir du contenu qui est pas bourré de pubs, qui est vraiment dédié à des passionnés, qui est vraiment utile avec des fonctionnalités. Et donc vous êtes dans l'air du temps. C'est ça que je voulais dire avec un monde de jeu. Alors, je n'ai pas tout à fait le même avis sur l'envie des gens, si tu veux. Je le transforme pas en envie des gens. Il y a pour moi plusieurs phénomènes qui s'entrecroisent. Le premier, c'est beaucoup plus facile de faire un site aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a ça donc aussi. C'est possible. C'est-à-dire que nous, on l'a fait sur un monde de jeu il y a 10-20 ans, je faisais des blogs de WordPress. Voilà, et c'était un peu quand même difficile d'accès, mais je le faisais parce que moi j'aimais bien garder trace de tous les contenus que l'on proposait. Dernièrement, quand on a relancé le site Un Monde de Jeu, on l'a fait sur Notion, qui peut se transformer en site avec des outils automatiques beaucoup plus faciles d'accès d'une certaine manière. Et la programmation est également plus facile d'accès puisqu'elle se base sur pas mal d'outils en intelligence artificielle pour remplacer les programmeurs. Je rigole, mais c'est pas un avis évidemment, mais c'est des choses réelles qui se passent. Johan Levet tremble, Johan Levet. Mais il s'en sert, Johan Levet, des intelligences artificielles pour gagner du temps dans sa façon de programmer le site Un Monde de Jeu. C'est une avancée technologique.
Et de toute évidence. Donc c'est Ah, plus accessible. Après, on a toujours dit qu'on n'était pas anti-IA, on a toujours dit qu'on était contre une certaine forme d'utilisation de l'IA, donc je le précise. Après, il y a un autre aspect qui rentre en compte, c'est est-ce que les gens s'en servent, est-ce que les gens s'en emparent, ceux qui suivent et qui suivent Internet. Et là-dessus, c'est là-dessus que je suis plus mesuré, c'est que je ne crois pas. Je ne pense pas que les sites Internet sont aujourd'hui recherchés. Enfin, dans ton usage quotidien, combien de fois tu te sers de sites Internet qui ne sont pas des services, qui sont des sites d'information? C'est assez peu, en fait. Il y a quelques journaux, peut-être. Moi, si je vais Board Game Geek, c'est clairement Ouais, mon moi site aussi. internet de référence. Ouais. Je vais aller, mais moi, sincèrement, en ce moment, si je vais plus souvent sur un boardgame.fr de Geeklet que sur l'autre site de quelqu'un qui est espagnol et qui tient son site également. Moi, si en ce moment j'avais une liste de sites à consulter, j'irais bien plus souvent que sur Facebook. J'en peux plus des réseaux sociaux parce que en fait, on ne trouve plus les informations, elles sont noyées dans la publicité, dans des contenus qu'on ne choisit pas. Et donc, je pense qu'il y a un On en avenir a possible. l'envie. Ouais, mais le cœur des discussions, des échanges, ça reste les réseaux sociaux. Et je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment les remplacer à courte échéance. En tout cas, parfois, on peut créer des petites communautés, mais il faut remettre des outils de réseaux sociaux dessus. C'est-à-dire, il faut permettre les échanges, les discussions, ce qu'on n'a pas vu sur tous les sites dont on a parlé là. À MyLudo, par exemple, là, on n'en parle pas, mais MyLudo, Board Game Arena, en fait, c'est quand même des sites où maintenant les gens vont. Il y avait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a eu presque à un moment, je parle de ça il y a entre 5 et 10 ans, mais je pense qu'il y a vraiment eu un moment où on n'allait plus du tout sur les sites internet, on n'était que sur les réseaux sociaux. Et avec une conséquence qui est forte, c'est que moi, c'est pour ça aussi qu'on recrée des sites internet, mais c'est pas tellement parce qu'on s'attend à ce que les gens y aillent. C'est paradoxal, ce que je suis en train de dire. C'est que je m'attends pas à ce que les gens utilisent énormément amondedejeux.fr. Peut-être plus le web app que Johan Levé développe. Là, on a envie que les gens l'utilisent. Mais sur le amondedejeux.fr qu'on avait développé sur Notion, je m'attendais pas du tout à ce que les gens y aillent. C'était juste moi pour stocker mes informations et garder trace de tout ce que l'on fait. Éventuellement, quand on fait un événement tel que le Festival des Jeux et je vois que mon écran freeze, ça me perturbe. En même temps, pour d'autres événements comme ça, c'est pratique d'avoir un endroit sur lequel retrouver le condensé de l'information, mais c'est très conjoncturel dans l'année, c'est très ponctuel. Par contre, la conséquence de l'absence de tous ces sites et de l'omniprésence des réseaux sociaux, c'est la baisse de la créativité. Ça, je le ressens assez fort. C'est-à-dire que sur plein de supports, quand je suis arrivé sur Internet, le dessin de presse, par exemple, avec une place qui n'existait pas trop au début, mais qu'on a recréé pendant une période parce que fallait faire vivre les sites Internet. Aujourd'hui, que même les grands sites d'information sur lesquels je continue à travailler utilisent les réseaux sociaux majoritairement pour informer. On a la page du Monde sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et tout ce que vous voulez. Vous avez ces espaces-là sur X, pardon, on dit plus Twitter. Vous avez des antennes qui sont associées aux grands médias. Donc de ce fait, il y a moins besoin peut-être d'animer des sites internet en créant des rubriques qu'on va aller rechercher, puisque l'info, elle se retrouve sur les réseaux sociaux. De ce fait, il y a beaucoup de créations qui ont disparu. Le dessin de presse sur Le Monde, par exemple, ça a vraiment disparu. Ça existe pratiquement plus. Oui, bien sûr. Oui, et les réseaux sociaux ont bouffé les créatifs. Et c'est pour ça qu'il y a une envie de revenir sur les sites internet. C'est parce que moi, je le ressens très très fort. J'ai envie de recréer des choses, des formats, et qu'on retrouve, auxquels on s'abonne, qu'on va continuer à chercher. Je continue à faire du dessin de presse, mais pardon, je te coupe tout le temps, mais non, mais t'as raison, non, c'est pas moi, t'as raison, je crois à chaque fois que t'as fini, mais continue. Je continue à faire du dessin de presse, mais là, c'est sur papier. C'est-à-dire que cette période qui a duré 15-20 ans, sur laquelle le dessin de presse est arrivé sur Internet, elle est finie à cause des réseaux sociaux et que, on n'existe plus que sur papier. C'est absurde. Et moi je pense que c'est ça aussi que tu mets en exergue et que la réalité c'est que ces sites comme Facebook, comme MySpace à l'époque, tout a commencé avec MySpace, ou comme YouTube, nous contraignent à leur format, leurs contraintes, on ne peut pas toutes nos pages se ressemblent en fait. Quand on est sur Facebook, quand on est sur Instagram, on a le même look que toutes les pages du voisin. On peut pas jouer sur le visuel, sur la typo, sur ce qui est l'habillage autour du site, et tout ça fait partie du créatif. Et je pense, il y a un vrai désir, moi, que je ressens. Après, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose du domaine on a envie de reprendre un peu possession de
de ce qui nous échappe. Et notamment, et je pense que ça a été lancé, et t'as raison, par le fait que c'est plus simple à faire aujourd'hui, et le fait que les réseaux sociaux se ruinent eux-mêmes de par la publicité, de par les contenus payants, de par énormément de choses qui les rendent finalement très peu agréables à regarder. Maintenant, il y a quelqu'un dans le chat qui dit c'est peut-être les jeunes ne les utilisent pas les sites, et sans doute que peut-être c'est en arrivant à un certain âge et peut-être aussi que j'ai tort sur toute la ligne, mais c'est une impression que j'ai, une sensation que j'ai. De base, on a toujours tort sur toute la ligne. Voilà. Les jeunes n'utilisent pas ça, je suis pas sûr. Je crois que les jeunes sont pluriels déjà, comme les vieux. Beaucoup de sites internet fonctionnent avec les jeunes. Et les personnes plus âgées ont tendance parfois à trouver leur propre vie et à s'éloigner des contenus. Les nouvelles tendances, c'est les jeunes qui les portent, hein, c'est rarement les personnes âgées. Donc je sais rien. Là-dessus, j'ai pas d'avis, j'ai pas mené d'études sociales, donc je pourrais pas vous répondre là-dessus. Mais ma conviction, je lis Elena qui nous dit je dois être vieille, mais je crois en l'avenir. Ouais, moi aussi, je crois plutôt que effectivement il y a des modes et il y a des tendances et que la création, elle trouve toujours une place, de manière générale. Nous, ce qu'on essaie de faire sur un monde de jeu, c'est sur notamment la web appli de Johan, c'est de créer un espace aussi pour mettre du contenu et mettre des choses auxquelles on va pouvoir s'attacher et avoir envie de revenir. Moi, je cherche ça. Là, j'ai très envie, je l'ai déjà dit plusieurs fois pour me motiver aussi, de faire une bande dessinée à suivre comme je l'ai fait sur décembre sur le site de Philibert, mais de le faire pour nous. Donc ça, c'est dans les prochains projets et ça se prête davantage à un espace sur un site que sur un réseau social. Tout à fait. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse sur les sites internet et qui a été lancée par Meetles.fr qui m'a écrit hier en me disant j'ouvre un site. Alors on se souvient, on sait que pour certains ça se termine pas forcément très bien. On pense au grenier ludique qui a été obligé de s'arrêter. C'était plus une application d'ailleurs, le grenier ludique, mais on souhaite beaucoup de succès et beaucoup de réussite à tous ces sites qui se lancent et qui essayent de créer d'autres façons de communiquer sur le jeu et de partager le jeu. C'est chouette. Alors justement, vous allez pouvoir vous connecter sur imdj.fr pour pouvoir voter pour les différents jeux dont on vous parle aujourd'hui. On va commencer par les jeux qui sont annoncés en version française. Une annonce chez Yellow, on en a déjà parlé de celui-ci. Fragment, un jeu de Johan Servet, mais on voit une image. Exactement. Non, mais j'en reparle parce que ça y est, il est apparu aussi sur les sites d'achat. La couverture est apparue sur les sites d'achat parce qu'on n'avait pas encore eu forcément je sais plus si on avait eu la couverture ou pas. Il y a d'ailleurs 2 boîtes qui vont arriver. On le voit sur les sites de vente. Il y a 2 boîtes. Il y a Fungatai et d'un coup, j'ai un doute. Je vais aller chercher l'information en même temps que je le dis. Solara. Et d'ailleurs, qui n'est pas édité et qui n'est pas illustré par les mêmes illustrateurs. Solara, c'est avec J.A.I. Eva Gao et Noémie Chevalier. Cette boîte qui est en fait Fragment, et c'est l'autre boîte de Fragment qui s'appelle Fungatai, est illustrée par Emilie Rotival et J.A.I. Eva. Les deux sont des jeux de Johan Servet. Et l'autre boîte est un peu une boîte d'introduction avec une histoire de 90 minutes. On le voit sur la photo de droite, en fait, c'est la petite boîte. Et il y aura la grande boîte avec des espèces de tiroirs à l'intérieur, comme vous pouvez le voir sur la photo. Photo que j'ai prise mal, donc pardon, c'est un peu flou, que j'ai prise à Cannes. Ils montraient le jeu, on avait le droit de faire des photos, mais comme ça n'est jamais clair et qu'on ne sait jamais si on est en train de faire quelque chose qu'il faut faire ou pas, j'ai pris une photo rapidement, sans regarder si elle était... Ah bon, là t'es comme ça, paparazzi du monde du jeu. Ouais, bravo. Voilà. Non, mais après, en fait, j'ai fait une photo, j'étais genre, j'ai le droit ou pas, je sais plus, donc j'ai fait une photo, et après j'ai vu plein de photos popper sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bon, j'avais le droit. Le système de fragments, on en a déjà parlé, ça va être super. Système de jeu d'aventure, un peu narratif, où on va explorer, on va rentrer dans une histoire, on va explorer des mondes, et on va avoir ce système de puzzle et de tuiles qui vont s'embriquer les unes avec les autres, qui vont agir et interagir les unes avec les autres. Par exemple, vous trouvez une tuile avec du bois et une tuile avec, je sais pas moi, de la pierre, et vous allez, hop, vous les mettez ensemble, vous retournez les deux, et paf, il y a une lance qui apparaît, quelque chose comme ça. Et vous allez connecter cette tuile lance à une autre tuile, et paf, vous allez pouvoir retourner l'ensemble. En fait, c'est un système de
je connecte, je retourne et apparaît un peu la solution de ce que j'ai provoqué. Et faut que ça et c'est un boulot. Alors sincèrement, quand vous regardez le matériel, c'est impressionnant de production. Ouais. Ça arrive en octobre 2026. On en a déjà parlé. On en reparle avec plaisir, juste parce que là, ça y est, vous pouvez commencer à trouver des informations sur les magasins. Le jeu suivant, hop. Ah, pourquoi j'ai pas toutes les infos. Alors, je les avais notées, elles ont toutes. Je viens de les enlever, en fait. C'était les mêmes infos que celles d'avant. Ah, flûte. Ouais. Donc, je vais aller j'actualise voir. la page d'ailleurs pour pas les montrer. Mais donc, The Last of Us, Escape the Dark. Ah bah, je n'ai pas actualisé tout à fait complètement. Je vais ça les reste faire les à mêmes la infos fois. que de celles d'avant, c'est pas grave. C'est pas du tout bon. Donc, c'est un jeu de Alex Crispin, Thomas Piquet et James Shelton, illustré par Alex Crispin. C'est en fait, si vous, c'est une variation sur le même thème plutôt dans le thème The Last of Us du jeu Escape the Dark que vous connaissiez peut-être, qui était un genre de dungeon crawler très simple et très facile d'accès avec des dés. Jeu qui n'a pas une très bonne presse, auquel moi j'ai joué et que j'ai trouvé super. C'est vrai. Oui. En fait, je comprends, il y a beaucoup de hasard, mais c'est très sympa à jouer. C'est vraiment de la prise de risque au dé. On n'a pas des tonnes de règles. Les illustrations sont vraiment incroyables. Moi, c'est quelque chose qui compte pour moi. Et la partie dure, allez, entre une demi-heure et 40 minutes. C'est pas non plus, c'est pas très grave. Ce que j'ai aimé, c'est le côté très accessible et très fun. On peut mettre des gens qui jouent pas beaucoup aux jeux de société sur ce genre de jeu et les emmener dans quelque chose qui est très différent et de l'exploration de donjons, etc. Donc moi, ça m'a un peu rappelé du HeroQuest mais sans plateau. J'ai trouvé ça très chouette. Et donc il y a la version The Last of Us qui arrive, version qui sera quand même légèrement plus complexe avec une mécanique un peu revue, toujours basée par contre sur ce système de dés, de prise de risque de dés, de gestion de dés avec des cartes rencontres. On va avoir on est dans l'univers donc de The Last of Us, le jeu vidéo qui est devenu une série entre-temps, qui est un jeu sur il y a un virus qui s'est répandu, l'humanité est cloîtrée dans des endroits rétrécis et le reste est rempli de zombies en gros, et on va essayer de survivre dans cet univers-là et on doit traverser plus exactement cet univers pour aller d'un point A à un point B et dans un monde qui est un peu un monde ouvert, et on va justement rencontrer et là il y a plusieurs modes de jeu à la différence du premier. Il va y avoir du coop, du compète, etc. Moi, ce que j'adore toujours dans la série Escape the Dark, c'est vraiment cette DA et cette charte graphique qu'ils ont pris le parti en noir et blanc. Les dessins, je les trouve super. Enfin, moi, je suis hyper fan. Maintenant, je sais que ça, vu la tête de pardon, je regardais. Ah oui, ça a l'air adapté de la version jeu vidéo. Oui, peut-être. Enfin voilà, c'est un jeu que je vais surveiller. Moi personnellement, j'aime bien la simplicité du système et j'aime bien l'histoire que ça me raconte. Donc ça arrive. Très très bonne question à moi-même parce que j'avais noté, mais on n'est plus très sûr. The Last of Us. Hop. Ça arrive en mars 2027, donc c'est dans un an. Voilà, donc là on a le temps. Et c'est pas édité chez Yellow, c'est édité chez Temborn et ça sera, je crois, distribué chez Ludistri, si je dis pas de bêtises. Ok, bah on sera très très patient, mais sachez que ça arrive. Ouais, c'est vraiment très chouette. Il peut se passer des choses d'ici un an, quand même. Oh là là, oui. Alors moi j'ai déjà vu le jeu, il était à Essen, il était présenté. Donc vraiment il existe déjà, hein. Mais oui, il peut se passer plein de choses. Le jardin de génie, qui en allemand s'appelle The Gretchen's Garden, qui est le jardin de Gretchen, qui est devenu le jardin de génie, est un jeu de Jay Beddickson et Ryan Boucher, illustré par Carrie Cantwell et Neil Deal. C'est édité par Lookout Games. Ça arrive. Alors pour moi, je pense que c'est un peu dans la même série que Fantôme à foison. Format de boîte, j'ai l'impression que c'est un peu la même idée. On a une distribution d'Asmodée avec le petit logo en bas à droite et donc c'est marqué en haut à gauche d'ailleurs Green Line. Donc c'est la ligne, je pense que c'est une ligne d'édition, un format d'édition. Alors qu'est-ce que ça veut dire Green Line? Je ne me suis pas renseignée, j'aurais peut-être dû juste avant.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des jeux plutôt familiales, très accessibles, mais quand même un peu joueurs, avec une idée de jeu cool, un peu tranquille autour de la table. Je vais dire le mot puisque vous l'attendez tous, assez chill. C'est pour à partir de 10 ans, à 2 à 4 joueurs et des parties de 45 minutes. Alors Fantôme à foison, c'était 20 minutes, donc on était vraiment sur du tout petit jeu. Là, ici, c'est un jeu avec plein de cartes. Alors il y a les illustrations, il y a quelque chose de rigolo, c'est qu'en fait vous allez faire pousser des plantes dans des pots, et les pots, ça peut être représenté par n'importe quoi. Là, on le voit, par exemple, la carte, c'est une chaussure dans laquelle vous allez faire pousser vos plantes. Et donc, c'est un jeu de cartes et de tableau building. Je n'en sais pas plus pour l'instant. Il n'y a pas de résumé du gameplay trouvable encore en ligne. Mais en Là, gros, les images font pas rêver là pour alors l'instant, ouais, ce qu'on en voit là, mais je regrette parce que je suis toujours curieux, la caout. j'avais des images mieux et j'ai oublié de les mettre sur BGG. Vous avez des photos plus jolies. Voilà. Là, c'est vraiment la photo du matériel. C'est ce qu'on trouve sur les sites pour l'instant, et en fait sur Board Game Geek vous pouvez trouver des photos un peu plus mignonnes, mais par contre c'est vraiment ce genre de visuel là, Ouais. le visuel c'est vraiment celui-là. Bon, vous pouvez faire pousser les plantes dans des théières, dans des bottes, dans des boîtes, et bon, il y a un petit côté rigolo quand même, je pense, dans le jeu, mais on reste dans un univers de plantes, Jardiland, faut aimer. Hein. Moi, moi, ce qui est bien, c'est comme en ce moment, il y en a un peu moins, je me remets à aimer ça. Voilà pour les jardins de génie. On continue avec Five Families, un jeu de Friedman Friso. On est toujours très curieux. Oh, il y a du vert sur la boîte, ça va. On est rassuré. Vous savez, c'est cet auteur qui a les cheveux verts très souvent, plus ou moins délavés en fonction du moment où on le croise. Pour le jardin. On le loupe jardin pas, de génie, ça arrive en avril, là juste en avril 2026. Pour Five Families, on est sur mai 2026. C'est un jeu effectivement de Friedman Friese, tu l'as tout à fait bien dit, et qui est vert, voilà, comme d'habitude, et qui commence par F comme d'habitude. Alors je me suis renseignée, Five Families, en fait, c'était The Five Families, c'était les 5 familles italiennes qui dominaient New York dans les années 30. Et donc il y a un contexte historique assez fort. C'est illustré par Roman Kucharski. Alors et c'est édité par Queen Game. On peut le dire, moi j'ai joué au jeu à Essen, on est vraiment sur quelque chose on a l'impression que le jeu il a 25 ans. Visuellement, c'est oui. C'est jamais très très moderne les jeux de Friedman Friese en termes de visuel. C'est un style, on va dire. Mais alors là, fort, hein. C'est-à-dire que là, il y a pas de, là, c'est parti pris. Vraiment, j'ai l'impression, regardez les jetons, enfin tous les couleurs. J'avais l'impression d'être sur un jeu des vieux cons ludiques, quoi. C'est le jeu, il arrive sur le marché. On a l'impression que c'est déjà un ancien jeu. Mais c'est voulu. Je pense qu'il y a aussi l'envie d'inspirer une certaine ambiance avec le jeu, et ça marche puisque ça attire les joueurs comme nous. Le jeu est un jeu de conquête et de prise de territoire dans New York, comme d'habitude avec Friedman Friese. Une mécanique assez simple. À votre tour, vous jouez une carte qui représente un quartier et vous allez enchérir sur le nombre de petits meeples d'agents en fait que vous allez mettre sur ce quartier, et c'est celui qui en proposera le plus qui gagnera la carte en question. Par contre, en fait, tous ces petits meeples, vous allez devoir les payer, c'est-à-dire qu'en gros c'est vos agents et il faut payer pour pouvoir les placer. Et ensuite, cette carte intègre votre tableau et elle devient moteur. Elle va comme vous contrôlez un quartier, ça vous rapporte de l'argent, ça vous rapporte des choses. Sauf que bien sûr, c'est beaucoup d'investissement sur le coup, et après, il faut que ça soit rentable. Voilà, le jeu, à la fin de partie, vous avez tout le territoire qui s'est réparti. J'ai eu une partie un peu qui était... je m'attendais à mieux, et puis après j'ai eu des retours qui ont été d'autres gens qui m'ont dit moi j'ai adoré, donc je me suis dit ouais, donc je me suis dit bon, ça m'arrive quand même souvent d'avoir une mauvaise première impression sur une partie en festival, donc je vais rejouer à ce jeu. Je vois que Joël dans le chat dit j'ai cette boîte Pénélope pas encore jouée, peut-être que ça sera l'occasion de faire un live sur la chaîne, mais voilà, Five Families de Friedman Friese va arriver. Et d'ailleurs Queen Games, il y a plusieurs jeux, j'avoue que je les ai pas tous nommés, mais ils en ont annoncé plusieurs. Notamment, il y a Propeller Island aussi qui va arriver, et j'ai choisi celui-là. Peut-être on les égrènera un peu sur
sur les émissions parce que je voulais pas que l'émission soit trop longue non plus. On va terminer avec quelques... Non, il y a Lord of the Rings. Ouais, Circle of Conflict. Oui. Qui est un jeu de Stéphane Buono-Coré et Geoff Engelstein, édité par Office Dog. Alors celui-ci, il a quelque chose. Alors il arrive en mai 2026 aussi, à première vue, si j'ai pas fait n'importe quoi dans la copie des informations. Et le principe du jeu, c'est alors Office Dog, ils ont la licence et ils ont sorti pas mal de jeux récemment autour de Lord of the Ring, notamment le jeu de pli Lord of the Ring, qui est vraiment excellent, et le jeu du Hobbit avec voyage d'un aller-retour, enfin l'aller-retour en roll and ride. Ils ont la licence, ouais. Et les deux sont vraiment plutôt pas mal, ce qui donne envie de... alors le jeu de pli, moi je le trouve carrément exceptionnel, mais les deux sont vraiment bien édités, bien agréables à jouer, donc ça donne envie de regarder, de surveiller tout ce qui arrive chez eux, même si c'est encore la licence. Donc il les sort là, on a tous les jeux possibles et imaginables. Et alors ce jeu a l'air vraiment assez spatial, assez original. Vous allez avoir une fiche devant vous avec qui est effaçable avec un stylo. Et il va y avoir des dés, enfin le petit plateau anneau que vous voyez là avec des dés posés dessus. À chaque tour vont être lancés tous les dés et vous allez en choisir 2 que vous allez utiliser sur votre fiche. Chacun des joueurs va faire ça. Vous allez me dire jusqu'ici, tout va bien, c'est un roll and write. Qu'est-ce que tu nous racontes que c'est original? Oui, bah alors. mais non. Ah, non, parce que votre fiche est divisée en 2 parties, une partie gauche et une partie droite. D'un côté, vous jouez, un peu des héros, et de l'autre côté, vous jouez un peu l'ombre et les méchants, tout simplement. Et vous allez affronter le côté gauche de votre plateau va affronter votre joueur de gauche, et le côté droit de votre plateau va affronter votre joueur de droite. Donc j'en ai pareil, hein, pour l'instant on a peu d'informations, peu de descriptions en plus sur ce gameplay, mais c'est vraiment l'idée que vous allez remplir le tableau et affronter vos voisins et jouer en direct avec vos voisins, donc sur un jeu avec beaucoup d'interactions, et c'est pour ça que ça s'appelle le cercle du conflit, puisque ça tourne en rond autour de la table. Voilà pour ce petit jeu sur l'univers Seigneur des Anneaux qui est toujours très ludique en lui-même parce qu'on le connaît bien. Quelques extensions en plus que tu as notées. Donc cluster trio, il y avait déjà le cluster duo, c'est ce jeu dans lequel on pose des petits aimants qui risquent de se toucher. Il faut pas qu'ils se touchent. Voilà. Je l'ai mis dans la section des extensions parce que c'est vraiment, on va pas. C'est pour dire il y a une nouvelle variation de ce jeu. Et c'est quoi ce cyclage? J'ai pas fait gaffe à ce cyclage, j'ai pas trouvé non plus. Eh ben, très bonne question. J'ai vu pareil passer le. Ça devait être lié au financement participatif, j'imagine. Bon, je vois pas ce que c'est. Je pense. Mais il y a une nouvelle extension Cyclades qui arrive, Maelstrom, qui a été annoncée en version étrangère pour l'instant. Donc, je pense qu'on va avoir plus de nouvelles, mais l'image circule. Ok. Passons aux jeux en version étrangère, justement, ceux qui sont pas encore annoncés en version française, mais qui pourraient l'être, et on commence justement par un jeu qui a sa version française, puisqu'il s'agit de Windmill Valley. Exactement. Et là, une version duel. Oh là là, incroyable. Mais est-ce que ce serait pas une idée hyper originale, ça? Non, mais bon. Est-ce que le jeu est assez fort pour avoir une version duel? Peut-être. Alors, j'aurais pas misé dessus, hein, j'avoue. Ouais. Mais le jeu a eu beaucoup de succès. Moi, j'avais. Le principe de base était agréable. J'aimais bien, moi. Ouais, je sais que tu avais bien aimé. Moi, j'avais pas trop aimé, mais c'est. J'ai pas beaucoup joué, je vais dire. Mais j'avais bien aimé la partie que j'avais faite. Je me suis dit, oui, c'est original, mais pas au point de ressortir le jeu tout le temps. Et c'est vrai qu'il faut prendre en compte aussi cette pratique du jeu qu'on a. Ah, Tagimp nous dit plus d'infos sur la cafetière cet après-midi sur Maelstrom. D'accord. Donc voilà, vous pourrez aller sur le live de la cafetière TV pour avoir des infos sur cette extension Cyclade. Donc oui, Windmill Valley Duel, c'est de façon très étonnante la version du haut du jeu Windmill Valley, effectivement. Donc on est toujours sur un jeu sur les champs de tulipes. Là, dans des champs de tulipes, il y a des moulins à vent qui se dressent et puis on va vendre des tulipes et il va y avoir des navires qui vont emmener nos fleurs par-delà les mers. Voilà, je lis un petit peu les résumés qu'ils ont en ligne, hein, je vais pas mentir. Donc on va être 2 horticulteurs qui s'affrontent pour le prestige, la richesse et la victoire, et en cultivant les plus belles tulipes et tout simplement en les vendant de façon diverses et variées. On va retrouver dans ce jeu le système un petit peu qu'on avait dans le système de son prédécesseur, de son grand prédécesseur, avec les engrenages des moulins à vent. Mais apparemment, ici,
dans la version duel, ils vont s'imbriquer avec ceux de notre adversaire. Ça, et ben tu vois, ça pique ma curiosité. Je trouve ça sympa comme idée. Voilà. Donc chacune de nos décisions vont se répercuter sur la région tout entière et vont aussi avoir une répercussion sur les plans de notre rival. Bah, j'aime bien l'idée. Un système d'engrenage qui joue sur l'adversaire. Bon, on l'avait un peu dans Tolkien, mais là, moi, ça pique ma curiosité. J'ai très envie d'essayer cette version-là, de cette version duel. Peut-être l'aimerais-je plus que la version de base. On découvrira ça quand le jeu nous sera proposé en version française éventuellement. Ouais. Et sinon, octobre 2026, je pense qu'il sera du coup présent à Essen. Bon, on y jouera à Essen, voilà. Exactement. Bloom Kingdom, un jeu qui est... quel est l'éditeur d'origine de ça? À chaque fois, je me pose la question. Parce que je vois Deep Print Game, Pegasus Spiel, et toi, tu nous as noté... Alors, j'ai écrit n'importe quoi. C'est illustré par Cuculum, hein, bien sûr, et édité par Pegasus Spiel. C'est... Non, mais bon... Je vais mieux, mais pas trop quand même. Hein. Il y a quand même des petits moments de fatigue. Donc ça sort en 2026. Alors pour l'instant, peu d'informations sur celui-ci, à part que c'est un jeu de Christian Coudal, et Christian Coudal, on le surveille de plus en plus, un Mindbug, Agent Avenue. Il a le sens des mécaniques très pures, très légères, avec une profondeur de jeu derrière. Et il s'est associé ici à Thomas Weber, qui avait fait le jeu Wave, et pour sortir Bloom Kingdom. Donc Bloom Kingdom, c'est un jeu dans lequel, un petit peu comme dans le jeu précédent, on est dans un royaume en pleine prospérité et on va jouer pour je crois que c'est un jeu autour des fleurs et des champs de fleurs. On voit le chevalier au centre. Il a une fleur à la place de la tête. C'est un jeu de collection de cartes et à chaque tour, on va choisir. En fait, on va avoir une main avec des personnages et on va jouer un personnage de notre main. On va choisir simultanément des personnages de notre main pour faire des actions et pour récupérer des cartes pour faire de la collection. On n'en sait pas plus. Moi, le truc qui m'a vraiment arrêté sur ce jeu et qui me rend hyper curieuse, on est tous d'accord, c'est l'illustration, je la trouve super. Elle me rappelle des illustrations des années 80, je sais plus, un dessin animé, si ça vous dit quelque chose. Je n'arrive plus un dessin animé comme ça, avec des petits traits partout autour des personnages. Si ça évoque quelque chose à quelqu'un, je serais j'ai l'impression qu'il y avait un petit ours dedans. C'est pas petit ours brun. D'accord. Game Trotter dit jouer est vraiment sympa. Alors, où est-ce que tu as eu l'occasion de jouer à ce jeu? Je n'ai aucune vidéo sur Internet. Je n'ai aucune info sur Internet. Game Trotter, il travaille pour BlackRock, donc peut-être dans la localisation. Si c'est vraiment sympa, il y a peut-être... Ah, c'est une info. Mon écran est-ce qu'on est sur une info? Est-ce qu'on est sur une info? Là, il te le dira pas. Tu ne sauras pas. Voilà, le plateau, donc le but c'est d'optimiser en fait on va jouer les cartes sur un plateau central et le but c'est de l'optimisation et bon, c'est très vague ce que je vous raconte pour l'instant, mais ça arrive chez Pegasus et Game Trotter dit pas d'infos à en tirer, dommage. Peut-être qu'il se dit quoi qu'ils disent, on ne sait pas si ça veut dire oui ou non de toute façon. Donc mais oui, ça veut dire que s'il y a joué, en tout cas, ça veut dire que ça doit en tout cas tourner parmi les éditeurs et que ça cherche une localisation. Oui, évidemment. Ouais. Il y a de fortes chances que ce genre de jeu avec ce genre de couverture soit localisé. Dancing Birds, le jeu suivant, on est encore sur un jeu où je vais essayer de vous donner... c'est un jeu de cartes, encore un jeu de collection. Cette fois-ci, c'est Dirk N, qui est le designer de Alhambra, de Shogun, de Metro, bref, un designer qu'on aime bien. Le jeu donc s'appelle Oiseau dansant, j'ai envie de dire en version tout un programme, hein. Ouais, n'est-ce pas? Et donc dans ce jeu, on va essayer d'attirer le plus d'oiseaux possible. Donc c'est un jeu de collection de cartes et de gestion de main. Et donc à la fin de partie, on va jouer sur les majorités. Alors on est vraiment que sur des jeux de cartes. Hein. Là, j'ai bien conscience que c'est difficile de vous donner envie comme ça, mais bon. À chaque tour, on va soit piocher des cartes sur le plateau, soit jouer des cartes pour obtenir un oiseau. Et sauf que on va pouvoir ravir rapidement la majorité à ses adversaires, etc. C'est classique dans son pitch, on a envie d'y jouer parce que tous ces jeux-là, on sait, ils ont des pitchs qui se ressemblent les uns les autres, mais on sait que quand on y joue, il y a toujours une petite variation qui fait que le jeu est différent de son voisin. Là encore, des très jolies illustrations. Je n'ai pas le nom de l'illustrateur.
auteur, mais j'ai l'impression que c'est quand même joli, donc j'espère que c'est pas de l'IA. Je sais plus, avec Queen Games, je ne sais plus. Apparemment, non. J'ai fait un test, là, en direct. Ah, ouais, enfin, les tests, Oui. ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Bon, Allez. on ne peut pas savoir, de toute façon, à chaque fois, c'est un critère d'analyse quand on le sait, mais quand on le sait pas, voilà. Bah oui, on peut pas. Mais je pense que ça n'en est pas. Milly, le jeu suivant, ça c'est pour toi. J'adore choisir des jeux comme ça. Pour moi. Ouais, merci. Non, c'est pour toi. C'est fait partie de ces jeux que je sélectionne au moment où je prépare l'émission la veille, en me disant ça va plaire à Martin. Milly Memory, c'est un jeu qui est sorti en 2016 au Japon. C'est un jeu de alors il n'y a pas écrit les noms d'auteurs sur BGG, mais sur la boîte on voit c'est To Do Not Summary, To Do Not Summary. Donc je pense que c'est un jeu de mots et un nom. Et Nonoyo, c'est sous Game Design, donc je ne sais pas quel est le nom. Voilà. Et c'est édité par Arcane Wonders pour la version internationale. En fait, là, la version internationale va arriver cette année. C'est pour ça qu'on en parle, parce que le jeu est ancien, mais il arrive. D'ailleurs, j'aime bien les illustrations qu'ils ont fait, le nouveau look, puisque ce que vous voyez sur la photo de droite, c'est l'ancien look. Et qu'est-ce que c'est, Mini Memory? Tu vas voir, c'est super. En fait, on a tous une carte avec des mesures dessus, avec des millimètres. Et le but, c'est d'estimer la longueur des objets du quotidien. Genre, je vais dire, quelle est la hauteur d'une tasse, d'un mug du chalet d'un monde de jeu. On va devoir l'estimer à la louche. Dire, je pense qu'il mesure 16 cm,3. Et puis, on va prendre ensuite sa mesure et on va perdre des points pour la différence, tout simplement, de taille de l'objet. Et donc, c'est pour moi, ça? C'est spécialement. Bien sûr, parce que t'adores tous les jeux qui sont bizarres et rigolos. Okay. Ouais. Oui, c'est parce que c'est rigolo. Une louche et demie, exactement. Voilà, donc c'est un jeu sur... mais qu'est-ce qu'on pourrait mesurer? Dolmor, tout de suite, le mauvais esprit. Mais donc, on va perdre des points en fonction de la différence de taille qu'on a fait. Je crois que c'est 1 mm égale 1 point. C'est précis, hein, attention. Et donc, on part avec 100 points. Et le premier qui a 0 points, il a perdu. Et au moment où il y en a un qui perd, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Donc, faut avoir le compas dans l'œil. Moi, je trouve ça rigolo. Moi, ça peut beaucoup m'amuser, personnellement. Oui, ça peut être... Ouais, je suis curieux d'y jouer aussi. Et par contre, je ne sais pas comment fonctionne le jeu au-delà de l'idée. Et enfin, Familiar Find, on est on repart aux États-Unis, c'est un jeu de Yan Zhang édité par Darrington Press. Darrington Press, c'est un éditeur qui s'est formé autour de Critical Role, en fait, la maison d'édition Critical Role. J'avais ouvert j'avais ouvert une fenêtre pour avoir... Alors là, pareil, très jolies illustrations sur ce jeu. Et on est sur un jeu qui va mélanger le jeu de cartes et le I Cut You Choose. Mais en fait, c'est un I Cut You Choose à multijoueur, j'ai envie de dire, puisqu'on peut jouer de 2 à 4 joueurs. I Cut You Choose, c'est comme dans Agent Avenue, vous proposez un choix à votre adversaire et c'est votre adversaire qui va choisir. Et là, en fait, il va y avoir des piles de cartes qui vont se former sur la table. À votre tour, vous prenez toute une pile, vous l'ajoutez à votre collection et vous allez poser 3 cartes de votre main sur des piles existantes ou former des piles. Sauf que certaines de ces cartes seront face cachée. Donc, parce que, par exemple, vous vous dites, plus tard, je pourrais peut-être récupérer cette pile-là, mais je vais mettre la carte face cachée, comme ça, on ne sait pas ce que je veux récupérer. Ou au contraire, ça va attirer les gens d'aller vers cette pile parce qu'il y a une carte face cachée et moi, en fait, je veux l'autre, je m'en fiche, ça, c'est un leurre, etc. Donc, on va faire comme ça des piles, on va récupérer des cartes, on va faire des collections, il y a des effets sur les cartes, etc., etc. J'aime bien l'illustration. On risque d'en réentendre parler aussi de celui-là. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Ok. T'as des infos? Non. Non. Pas du tout. Mais quand il y a un jeu très joliment illustré, c'est très très rare qu'il n'arrive pas. Hein. Sincèrement, hein, je veux pas. J'ai remarqué que souvent les jeux avec des jolies boîtes, bien illustrées, bien éditées, ils arrivent très souvent dans les versions françaises. On dit comme Deal, le premier jeu de Florian Siriex, comme il y a plein de jeux. Hein, oui, là j'ai pris un exemple. On disait souvent split your choose, choose, il me semble. Tu dis I cut you. Il y a les deux en fait. C'est je coupe, tu choisis. On n'a pas de version française de ce. I split, you choose. C'est quoi le terme français? C'est comme les Rondel Games, hein, on n'a pas de version française, jeu de rondelles, et là c'est jeu de je coupe, tu choisis en fait.
Je partage, ouais. Je partage, tu I split, choisis. Mais you ça sonne choose. moins bien, je partage, tu choisis. Alors que je coupe, tu choisis, ça marche très bien. D'accord. On va Mais trouver les un terme. les deux expressions existent. Hein. Je vois tout le monde dans le chat. I split, you choose. Ouais. Oui, mais les deux I cut, you choose existent aussi. Oui, non, bah, de toute façon, c'est pas dans le dictionnaire, hein, on dit ce qu'on veut. Ouais. Vous pouvez nous indiquer dans les commentaires pour ceux qui regarderont sur YouTube quel est le Coupé terme décalé. français qu'on va utiliser. Coupé décalé, ça sonne bien, ça. Ah, j'aime bien un coupé petit décalé, côté- c'est très chouette. J'ai envie d'avoir la musique qui va avec. Ouais. On va demander à YouTube de nous la faire et puis ça sera super. Et voilà. Voilà pour les jeux que tu as vu passer sur les réseaux sociaux et sur notamment, pas forcément les réseaux sociaux, mais les sites d'information ludique. Exactement. Et on va terminer avec la fameuse minute culturelle. Je t'ai demandé hier, mais moi j'ai pas eu le temps de jouer encore à. J'espérais que tu me donnes ton J'espérais. retour. Bah ouais, mais non, hier j'ai fini de faire mes vignettes pour les vidéos à pas d'heure comme d'habitude et après non, j'ai la flemme de jouer. Je parle de Slay the Spire 2, j'aimerais bien y jouer pour voir j'avais un peu joué au premier, pas tant que ça en réalité, mais on en parle beaucoup, c'est l'une des actualités ludiques pour ceux qui font du jeu de vidéo, mais du jeu de société aussi, parce que c'est quand même un jeu de société à l'origine, malgré tout. Il y a une mécanique de jeu de société à l'origine avec ce système de cartes. Bon, on n'y a pas joué, donc on va pas s'attarder dessus, mais j'imagine que vous êtes nombreux à être curieux de ce nouvel opus. Il y a Joël qui nous dit qu'elle a beaucoup trop joué au premier. Moi, je m'étais mis à jouer à celui-ci. J'avoue. Au deuxième ? Non, j'ai pas joué au deuxième encore. Oui. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé le premier. Je trouve le système super ingénieux. Je sais pas si je suis accro à ces systèmes-là en jeu vidéo. Ouais. C'est vraiment du combat sur du combat sur du combat et de la gestion. Non, mais ça marche hyper bien. Hein. Y a pas de. Voilà. Mais ça me donne envie d'y rejouer là. Je pense que. Je suis curieux de découvrir. Là, c'est aussi pour notre culture ludique. C'est important quand même d'avoir une culture ludique bien solide avec une connaissance de tous les jeux qui vont parler. Je crois que ça se joue bien à deux. Hein, il y a un mode coop, si j'ai bien compris, sur cette version. Ouais. Et peut-être sur la première, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça se joue aussi à plusieurs. Bon, on vous en parle pas ce matin. On vous en parlera peut-être. Et le 2 est coop. Voilà. Il est que coop. Vous venez de faire baisser toute l'envie de. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai pas d'occasion. Si, moi, j'ai rien contre les jeux coop en réalité. C'est une réputation qu'on crée sur certains jeux de société qui ne me plaisent pas. Non, il n'est pas que coop. Ah, d'accord. Solo et coop. Alors, je peux plus facile. C'est une question de, là, si je fronce les sourcils en me disant, non, si c'est coop, c'est surtout avec qui jouer. Moi, oui, bien sûr. Quand je joue aux jeux de société, c'est en pause, et en pause, tu vas pas chercher quelqu'un. Ça donne très envie. Non, il a l'air vraiment super, mais moi je suis une gameuse en retard. Je prends toujours les jeux vidéo des semaines après qu'ils soient sortis et j'en parle parfois des années après. Mais mais souvent c'est qu'une question de sous. J'attends le moment des promos. J'ai honte. Voilà. Tu veux nous parler de The Studio, la série de l'année dernière, ça, ou de l'année d'avant, je sais plus. Non, c'est sorti cette année. The Studio. Ah bon ? J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'en entends parler. Ah, t'en entends peut-être parler depuis. Alors, alors non. Je sais pas, non, pardon. Je crois bien que c'est. Attends, 2025, t'as raison. 2025. Oui, oui, parce que nous, on a déjà parlé, mais il y a longtemps, à tel point que je me souviens plus de ce qu'on en avait dit. Mais peut-être que. Alors, attends, je regarde. Diffusé. Ah non, t'as raison. Le 26 mars 2025, t'as raison. Et moi, je le découvre un an après. C'est exactement ce que j'avais dit. Non, mais en fait, j'ai découvert la série. Alors, je savais pas que vous en aviez déjà parlé. J'ai découvert quand même la série grâce à vous, puisque en fait j'ai pris l'Apple TV pour voir Pluribus, par votre faute. Ouais. Et je me suis régalée. On a regardé toute la saison. Je me suis effectivement bien identifiée au personnage. C'était super. J'ai découvert en fait The Studio juste à côté, donc tu le connais déjà. Mais moi, je ne. Je m'en souviens plus. Mais moi, c'est ma meilleure série depuis. Là, j'adore The Studio. Je suis exactement dans mes petits chaussons. On a regardé les 9 épisodes d'affilée, je sais plus s'il y en a 8 ou 9 d'affilée avec en fait, ce dont je ne me souviens plus, moi je suis sûr de ne pas l'avoir vu, mais ce dont je ne me souviens plus, c'est si Aline l'a vu et en a parlé ou pas. Ah, mais Aline devrait adorer. On est dans l'histoire. Moi, je suis sûr qu'elle a lancé, mais je ne sais pas si elle a regardé, j'en sais rien. Ouais, l'histoire, c'est un personnage qui se retrouve à la tête
de Continental Studio, enfin je crois que c'est ça, hein, c'est les studios Continental, qui sont des studios américains à Hollywood. Il est à la tête des très gros studios. C'est un fou de cinéma, un passionné de cinéma. Il a envie de réformer le studio et de faire que du film indépendant, etc. Sauf qu'il est tenu, bien sûr, par là où vous pensez, par ceux qui financent derrière et qui ont les sous. Et du coup, il est obligé de faire en gros du film à gros budget qui rapporte de l'argent. Et c'est chaque épisode. Alors ça, c'est un peu le pitch du départ. Et c'est toutes les aventures de ce personnage à la tête du gros studio. Mais chaque épisode est un hommage à quelque chose du cinéma et à ce qu'est le cinéma. Toute la série déjà est un hommage au cinéma en général, mais ils ont par exemple un épisode qui s'appelle Le plan séquence où il veut absolument être présent sur le studio, enfin sur le site de tournage du plan séquence génial qui est très attendu et tout. Et bien sûr, tout l'épisode est tourné lui-même en plan séquence. C'est complètement une mise en abîme. D'ailleurs, cet épisode-là a été récompensé de façon, je sais plus ce qu'il a eu comme récompense, mais il a été récompensé. Cet épisode-là, moi, je le trouve carrément exceptionnel. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une performance comme ça. C'est 30 minutes de plan séquence hyper rythmé. Et tout est drôle en fait. Donc, et lui, bien sûr, il est à la fois attachant et insupportable. Et il y a un épisode où ils sont confrontés au problème justement on veut faire un casting, mais on peut pas prendre tel type de minorité, etc., parce que sinon on aura l'air d'être ceci et d'être cela. Et chaque épisode est un hommage à les difficultés qu'on rencontre quand on fait des films et quand on réalise des films et tout l'humour que ça engendre. Et les personnages, ils sont super typés. Le casting, il est fou. Enfin, moi, je me régale. Je trouve ça fabuleux. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelque chose d'aussi enthousiasmant après Pluribus. Donc, j'avoue qu'Apple TV, ils font fort. Hein. Je veux pas faire, faut pas faire de la pub pour une plateforme, mais Netflix dernièrement, je trouvais plus rien. Je trouvais que tout était devenu très sucré et voilà. Donc là, il y a des super séries sur Apple TV. C'était ça. Eh ben, ça me donne envie de le découvrir. Ah ouais, non, c'est super, mais Aline dit qu'elle l'a pas vu, donc ah non, mais on alors, verra si elle le met au planning. Il y a des références sur le cinéma, sur les films absolument tout le temps, et les personnages, et c'est vraiment une entre la parodie et l'hommage et la mise en scène de bah voilà, quand on fait un film, il peut se passer ça et on vous le montre et c'est super bien fait. Matt Totoro nous dit Minute Culturelle, je viens de recevoir le bouquin sur le studio de Laika. C'est dommage que tout le monde ne puisse pas passer derrière les micros pour ces fameuses minutes culturelles. On a tellement de choses à partager. Alors, il y a John O'Fart qui dit c'est méga bavard. Par contre, The Studio, faut être en forme. Et moi, c'est ça que j'ai adoré. Ouais. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec les séries actuelles qui sont très chant contre chant, très construites sur beaucoup de montage, etc. Alors, j'ai beaucoup aimé Pluribus parce que c'est plus calme. Celui-ci n'a pas beaucoup de montage. Par contre, il est beaucoup tourné en caméra épaule et des plans assez longs. Et donc, on retrouve de la performance d'acteur. C'est-à-dire que c'est pas le montage qui va rendre. Il y a très très peu de montage, en fait, très peu de cuts, et les personnages parlent beaucoup, s'échangent, et on est vraiment presque dans du théâtre, en fait. Et c'est ça que j'ai adoré, moi, personnellement. Donc, ça va à mon rythme. Moi, je suis ravie. Et bien voilà pour ce conseil culturel pour terminer. Moi, j'ai pas à vous en faire là tout de suite. Ça sera dans d'autres formats. Oui. On regarde le résultat du Exactement, on va faire ça. On va terminer par ça. On va regarder les jeux que vous avez le plus mis en avant pour ceux qui nous ont fait l'amitié de participer sur umdj.fr. Donc je vais me connecter. Hop. Où est-ce que je me connecte? Plein d'endroits différents. Voilà, ici. Pardon, il faut juste que je le réactive. Résultat affiché. C'est bon. Enregistré, c'est fait. Je commence ce que je fais parce que forcément c'est pas très intéressant. Donc je tape umdj.fr. Vous pouvez déjà le voir en même temps en réalité parce que c'est affiché pour tout le monde. Mais puisque c'est une émission en vidéo, on clique sur la première icône. Vous voyez tous les jeux pour lesquels vous avez eu l'occasion de voter et pour lesquels vous pouvez toujours voter. Ce classement, c'est l'instantané de tout de suite. C'est celui des jeux, des votes qui ont été faits pendant l'émission, mais il va évoluer en fonction des votes du replay. Ce sera pas forcément les mêmes. On a Fragment qui arrive en tête. Devant, tu vois, ça bouge, hein. Familiar. Ça bouge, oui. Je vais lire d'ici.
Faut dire Bloom que moi non Kingdom plus, en j'ai pas. troisième position, The Last of Us et The Lord of the Rings, Cycle of Conflict. Ok, Lord of the Rings qui fonctionne toujours très bien. Windmill Valley, du haut, je l'aurais vu plus haut, mais en fait non. Et on n'a pas regardé, tiens, d'ailleurs, on le fait de temps en temps, les sorties de la semaine, le classement actualisé là avec tous les votants sur le replay également, parce que c'est une semaine terrible. Il y a énormément de super jeux. On se faisait la réflexion de comment les gens vont faire pour organiser leur budget jeu. Et les jeux qui ont été le plus votés, ceux qui sont le plus mis en avant, c'est Frosted Blooms en première position devant Chronologique, Babylone, C'est la nouvelle vachement bien extension. Frosted Blooms. Ah oui, c'est très bien. La traversée du désert, Troc en quatrième position et Borealis en cinquième position. Incroyable jeu, la traversée du désert. Ouais, bah là je crois que c'est un bon tirage, hein, les 5 premiers, franchement. Et il y en avait des très bons derrière, parce que tu vois, on voit pas arriver Archipel, par exemple, qui est aussi sorti cette semaine, et qui est aussi un chouette jeu. Donc il y a beaucoup de très bons jeux qui sont cette semaine, c'est la semaine du casse-tête. On a marqué C'est la folie sur le titre de notre vidéo YouTube. Voilà. Et ben voilà. Pour les annonces, les découvertes, les sorties, c'est la fin de cette émission. On va couper, tu vas avoir ta quinte de tout. Ouais, exactement, que je retiens depuis tout à l'heure. Eh bien, alors, je vais te laisser pour cette quinte de tout. Bonne journée à tous et à très bientôt. Demain, on fait sur la chaîne Un Monde de Jeux. On va sans doute se faire des jeux de questions. On va jouer un petit peu avec les quelques petites boîtes qu'on a reçues derrière moi. On jouera ensemble Allez. pour cette dernière matinale. Du Bonne quiz. journée à tous. Ciao. Et à très bientôt.